RCF. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'À plus d'un titre. Nous sommes chez nos amis du musée d'art moderne et d'industrie pour cette émission consacrée au premier tome. Il va y en avoir plusieurs, on en est déjà à 2, sinon 3, de la série écrite par Jean Ducreux, Le Moineau de Bellecour, aux éditions Héraclite. Et ce premier tome s'appelle Salsa Picante. Alors Jacques, c'est un plaisir de retrouver Jean Ducreux. Il est de chez nous, vraiment de chez nous, et cette nouvelle série se passe à Lyon. Mais vous allez voir que Lyon, écrit par la plume d'un Stéphanois, c'est quand même pas mal. Allez Jacques, alors, à vous de présenter Jean. Jean Ducreux, vous êtes forésien de Feur. Alors, mais vous avez eu un parcours chef d'entreprise en France, attaché de presse en Suède, professeur d'anglais au Canada, scénariste à Hollywood, et vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages sur la région de Saint-Étienne et sur Lyon. Alors vous allez peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce parcours. Moi, j'ai pas de détails. Oui, alors justement, je pense que mes premiers écrits étaient strictement basés dans la Loire, et c'était vraiment une série, c'est-à-dire que c'était une trilogie. 3 volumes. 3 volumes. Voilà, 3 volumes qui s'appellent toujours Des crimes et des routes. Alors, il y a le premier tome s'intitule Le héros de la D311, le deuxième tome Le fantôme de la 72. Vous voyez qu'on est dans des routes, sur des routes de la région. Et le troisième s'appelle La disparue du chemin des Tourettes. Et là, on est dans la vallée de Londaine et on va jusqu'à Saint-Victor. C'est-à-dire qu'on se concentre un peu, la thématique principale, c'est le trafic de drogue des Albanais dans la vallée de Londaine, entre la Yacamarie, le Chambon-Feugerolles, jusqu'à Firminy, grosso modo, Roche-la-Molière et tout ça, quoi. Et donc cette série a bien marché. J'ai fait un galop d'essai. Je m'attendais pas du tout à ce que ça marche aussi bien. Et donc ça a lancé ce que j'appelle aujourd'hui ma dernière carrière, à savoir je suis retraité depuis 1 an. Et par conséquent, c'est mon activité principale. J'écris à plein temps, quoi. Oui, mais alors, la Suède, le Canada, Hollywood, un petit peu. Alors là, écoutez, j'ai eu la chance de vivre plusieurs vies, en fait. Et donc, j'ai eu mon premier diplôme universitaire, ou un doc d'anglais, un doc d'allemand à l'université, à la rue Tréfilerie, ici, hein. Une licence d'anglais, et qui m'a propulsé au Canada, parce qu'il y avait un échange entre l'université de Saint-Étienne et l'université de Regina, c'était dans les prairies. Et mon séjour au Canada s'est vraiment bien passé. D'ailleurs, peut-être que j'aurai un écrit à vous montrer un de ces jours dans les 3 années à venir, parce que c'est un projet de longue haleine. Et qu'ils m'ont demandé de rester. Et donc, je suis resté dans le cadre de la coopération, ce qu'on appelle le volontaire du service national, VSNA à l'époque. Je ne sais plus ce que signifiait le A. Et ensuite de quoi, j'étais suédophone, parce que j'avais appris le suédois ici à la fac, et j'ai continué le suédois à l'université de Lyon 2, parce que c'est une langue vraiment très très facile pour un angliciste. C'est une grammaire qui est encore plus simple que celle de l'anglais. Enfin, je ne veux pas peut-être m'attarder sur ce sujet. Et puis tout ça, j'étais pas marié. J'étais souvent accompagné, mais je n'étais pas marié à l'époque. Et donc, je me voilà propulsé en Suède, parce qu'il fallait un attaché de presse parlant suédois, étant capable de se trouver tous les matins dans le bureau de l'ambassadeur à 9h pour lui faire une revue de presse. Alors, ça veut dire qu'à partir de 6h du matin, je recevais tous les journaux suédois, j'écoutais la radio, j'avais la télévision aussi. J'étais assidu à tout ça, et je faisais mon rapport, mon point de presse tous les matins dans le bureau de l'ambassadeur. Et ça a duré 2 ans et demi. C'était pas foncièrement un job pour moi, parce que j'avais plutôt un profil culturel que politique. Or, c'était un job politique. Je me suis trouvé, par exemple, en plein milieu de la crise entre Air France et SAS. Simplement pour des questions tarifaires et autres. Et c'était un petit peu embêtant, c'est-à-dire que
je me retrouvais en train de faire des dépêches diplomatiques pour la valise diplomatique, sans cesse sur ce point-là, le point de presse. Qu'en pense la presse suédoise, etc. Il y a eu des choses qui m'ont beaucoup plu dans ce cadre-là, en Suède. C'est par exemple que j'étais le contact principal de Simone Veil pour une affaire qu'on appelait l'affaire Raoul Wallenberg. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce personnage qui était une sorte de héros national en Suède, c'est-à-dire quelqu'un qui, alors qu'il était secrétaire à la légation de Suède en Hongrie, a sauvé tout un tas de juifs de la déportation. Oui. Alors, qu'est-il arrivé à ce gars-là ? Finalement, il a été fait prisonnier par les troupes soviétiques et on ne l'a plus jamais revu. Donc, je rendais compte au Quai d'Orsay, mais je savais que j'avais une lectrice assidue, c'est Madame Simone Veil. D'autres trucs vraiment sympathiques. Par exemple, j'ai accueilli Jean-Claude Killy, je lui ai fait faire le tour des Grands-Ducs parce qu'il était là-haut dans le cadre du Comité international olympique. C'était vraiment intéressant. Donc, il y avait des choses très intéressantes. Mais le fond de l'affaire, c'est que je faisais beaucoup de politique. Ariane Mnouchkine est venue nous rendre visite. Et c'était un grand moment pour moi parce que j'avais beaucoup d'admiration pour cette femme-là. Elle est venue recevoir une bourse de 50 000 couronnes, donc à peu près 50 000 francs de l'époque, 8 000 € aujourd'hui. Et elle l'a reçue au Théâtre Royal de Suède. C'était absolument extraordinaire. Et je me suis retrouvé en train de présenter en suédois Ariane Mnouchkine à Bibi Andersson, des actrices. Comment s'appelait l'ex-femme de Ingmar Bergman ? Bergman n'était pas là. Et enfin bref, il y a tout le clan Bergman qui était là dans ce milieu de théâtre et j'étais fasciné. C'était absolument extraordinaire. Alors Hollywood. Alors, mais ça vient beaucoup plus tard. En fait, j'ai fait d'autres séjours à l'étranger, notamment en Égypte, ce qui a donné un volume qui s'appelle Pharaon 1923, que je vous montrerai peut-être plus tard. Mais donc, oui, j'ai passé 12 années de ma vie à l'étranger. Et je me suis retrouvé aussi dans le cadre d'un doctorat en train d'étudier à UCLA. Je ne sais pas si vous connaissez l'université de UCLA. Oui, c'est l'université de San Francisco. University of California at Los Angeles. Donc, la grande université. C'était la grande université avec un UCLA, on dit en français plus banalement. UCLA, voilà, UCLA. Voilà, donc, tout un tas de choses. Je ne vais pas entrer dans le détail, monsieur Plaine, sinon ça va nous entraîner beaucoup trop loin. Voilà, mais alors une vie par monts et par vaux, mais toujours attachée à vos racines quand même. Toujours. C'est-à-dire que je suis toujours revenu. En fait, oui et non, parce que, après 10 années de pérégrination, j'ai trouvé chaussures à mon pied. Donc, nous sommes mariés, nous avons eu 3 enfants, etc. Et j'avais réussi un concours national d'enseignement qui s'appelait le CAPES à l'époque, je crois qu'il y est toujours. Hein. Et donc je me suis trouvé en Lorraine. Et j'arrive en Lorraine dans un petit collège. J'avais formulé le vœu de poursuivre jusqu'à mon doctorat. Et en fait, ils m'ont donc mis dans la banlieue immédiate de Metz, donc j'étais à 2 km du centre-ville de Metz, grosso modo, dans un petit collège un petit peu bourgeois. Et dans ce petit collège, en fait, tous les enseignants étaient mariés, sauf une. La prof de gym, donc j'ai pas vraiment eu le choix. Donc 3 enfants, et puis voilà, quoi. RCF. Voilà, on découvre donc la vie aventureuse de Jean Ducreux. Et puis, vous nous l'avez dit, arrivé le temps passant, vous avez eu envie d'écrire des polars. Il y a donc eu la première série, et puis une nouvelle série qui a commencé il y a 2 ans finalement, 1 an même, il y a très peu de temps, autour de ce moineau de Bellecour. Oui, effectivement, ça a commencé, en fait j'ai expliqué à M. Plaine tout à l'heure, ça a commencé durant la pandémie. Voilà. Oui, c'est-à-dire que le premier volume, les personnages ne sont pas encore masqués, mais dans le deuxième volume, ils le sont. Dans le deuxième volume, les personnages sont masqués. Au moins certains. Le deuxième volume, on est pendant le... Voilà. On est voilà. Le deuxième volume est paru la semaine dernière. Donc. Voilà, ça s'appelle Tirage gagnant. Et alors, c'est le début d'une série. Il y en a un 3e qui est dans les starting blocks. Alors, ce que je voudrais peut-être dire ou préciser, c'est que
En fait, effectivement, les Crimes et les routes, avec les 3 tomes que j'ai, c'était vraiment une série, c'est-à-dire une série sur les années 2017, 2018, 2019, grosso modo. On suivait 4 personnages, 2 gendarmes hommes et 2 journalistes femmes, dont la rédactrice en chef du Progrès de Saint-Étienne-Châteaucreux. Et c'était effectivement, même si les enquêtes étaient, totalement distinctes et indépendantes, malgré tout, les personnages étaient les mêmes. Et on voyait une évolution sur les 3 années, c'est-à-dire que les amours se faisaient, se défaisaient, etc. En revanche, pour ce qui concerne le Moineau de Bellecour, c'est plutôt une collection, peut-être. C'est-à-dire que, en fait, c'est le même personnage central. La même famille. Oui. La même famille. Le même chien. Le même petit chien. Les mêmes 6 enfants. On va voir. 6 enfants. Alors bon, c'est une famille... Mais alors quand même, parce que dès qu'on s'y plonge, on se marre, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire qu'il y a une enquête policière avec des rebondissements, c'est rocambolesque. Vous arrivez d'ailleurs à vous en sortir, parce que arrivé à la page 250, on se dit, mais comment il va arriver à s'en sortir, l'ami Jean? Puis vous vous en sortez. Mais la jubilation, c'est de suivre cette famille, de suivre ce milieu lyonnais. Alors, le milieu lyonnais, parce que vous le connaissez. Je connais parfaitement parce qu'en fait, j'ai vécu. Nous avions acheté un appartement. On ne pensait pas du tout habiter en Presqu'île parce que la Presqu'île, c'était un petit peu, comment dire. C'est quand même. Faut les allonger, hein. Ouais. Alors justement, là, on a eu de la chance. Hein. On a trouvé un appartement à un prix assez bas, mais on a fait beaucoup de travaux. Et puis, on était donc dans toutes les paroisses que je décris, c'est-à-dire que Aînay, la Presqu'île de Lyon, c'est véritablement un environnement extrêmement catholique. Ah, tout à fait. Et là, si vous voulez, j'ai un petit peu hésité. Alors d'abord, mon synopsis de base est un scénario assez sérieux. Il y a tous les ingrédients pour que ce soit très sérieux. Hein. Oui, ça pouvait très bien fonctionner, un polar noir. Ouais. Puis je me suis dit, mince, il y en a beaucoup de polars noirs, puis ça suffit, quoi. En plus, durant la pandémie, je me suis dit, il nous faut des personnages bienveillant, un peu drôle, qu'on se marre un peu, fille du marasme ambiant. Absolument. Oui, il y a des morts quand même. Et c'était vraiment l'intention. Il y a beaucoup de morts. On va voir, ça commence de manière sanguinolente, mais enfin, c'est... Ah oui. Mais... Et alors, quand même, dans cette série, je voudrais un moment d'attention, mes amis, parce que c'est la première fois que notre honorable radio RCF devient la toile de fond du roman. Et vous allez voir... Du deuxième. C'est tout à fait important. Il a fallu que Radio RCF me rappelle à la réalité dans son journal de 7 heures, après le Saint du jour, la prière du matin et la parole aux églises, que nous écoutions sans faute quotidiennement. Je n'y tenais pas vraiment, mais Marie-Caroline a toujours insisté, c'est elle, la grenouille de bénitier. Et ben voilà, on est dans la famille, quoi, c'est parti. On est vraiment dans la famille. Obispo, le personnage principal, il est athée, mais il fait son signe de croix sans arrêt. Dès que c'est la panique, dès que c'est la panique. Ce qui me paraissait intéressant, c'était de ne pas avoir un personnage noir et blanc ou noir ou tout noir tout blanc. Mais il me fallait quelque chose un petit peu mixte, un peu dans les deux zones. Et ça me paraissait tout à fait intéressant d'avoir un personnage qui, en fait, a des contradictions parce que sa figure tutélaire, avant toute chose, c'est son grand-père républicain qui a connu la dictature espagnol républicain. On y reviendra. C'est un personnage magnifique, lui. Le grand-père. Il est mort pourtant. Ben oui, mais il est super. On en parle. On en parle beaucoup. Ah ben on en parle toujours, y compris dans ce que j'ai écrit ce matin, donc pour le Moineau numéro 3. Mais donc oui, c'est un personnage qui en fait vit très très bien ses contradictions. C'est-à-dire que il n'arrête pas de citer son confesseur, l'abbé Robinet. Ah. mais alors il se dit mince, mais que va dire alors j'aurai des péchés à rapporter à l'abbé Robinet la prochaine fois qu'on va se voir et ça va être et toujours donc c'est un personnage qui me va bien et c'est vrai que le coup du signe de croix je sais pas si je suis croyant moi personnellement mais je suis un petit peu un petit peu rebelle, on va dire, parce que j'ai été élevé à l'institution d'abord Saint-Paul de Roanne. Non, Saint-Joseph, ça s'appelle Saint-Paul ensuite. Bourgneuf, Saint-Paul. J'ai terminé ici, avant le bac, au... Ah mince, Saint-Michel. Ah bah oui, chez les Jésuites. Chez les Jésuites. Chez les Jésuites. J'étais tout le temps chez les Jésuites. Ah bah très bien. Donc j'ai un fond de croyance qui n'est pas forcément toujours très saine, à savoir
il y a un petit peu de superstition là-dedans. Et dans la vie de tous les jours, eh bien, je vais moi-même faire le signe de la croix de temps à autre. Et de temps en temps, vous allez allumer une petite lumière, une petite bougie dans les églises? Je le fais aussi. Très bien. Et vous payez bien vos dettes? Je paye toujours mes dettes. Voilà. Donc, voyez le ton. Alors, un personnage... Parce que, il faut dire pourquoi. Oui, Parce il faut que dire pourquoi. Dans le tome 2, dans le Moineau 2, eh bien, ce qui se passe, c'est que Nacho Obispo passe son épouse, la très catholique Maca, Marie-Caroline, lui a demandé de mettre des bougies pour tout le monde. Il met des bougies pour tout le monde, mais vous savez ce que c'est de nos jours? Avec la pandémie, on n'a pas de monnaie. Et toutes les églises ne sont pas équipées de son contact. Et par conséquent, il dit, mon Dieu, je suis désolé, il utilise les bougies, il n'a pas d'argent à mettre en disant, je revaudrai cette dette. Mais il revient quelques semaines plus tard. Il revient quelques semaines plus tard pour déposer un billet de 100 € dans le tronc. Voilà. Alors, c'est un personnage extrêmement attachant. L'histoire du moineau, d'ailleurs, vous nous racontez vers la fin du livre pourquoi il s'appelle le moineau. C'est toute une aventure, et une aventure là aussi rocambolesque. C'est rocambolesque, oui. Une histoire de bananes, c'est exact Alors, voilà, les renseignements historiques que vous donnez. Oui, c'est tout. Mais je suis un petit peu, je suis très méticuleux. C'est-à-dire que quand je veux dire, je parlais tout à l'heure, par exemple, du trafic de drogue des Albanais dans la vallée de London pour le tome 3 des Crimes et des routes. Croyez-moi, j'ai passé des heures avec deux gendarmes spécialistes de la question à la gendarmerie de Montbrison. J'ai des copains dans la profession, si je puis dire. Et donc, oui, effectivement, c'est fouillé. C'est-à-dire, ce que vous allez trouver sur le trafic de drogue des Albanais dans la vallée de London, c'est véridique. C'est véridique. Alors donc, notre héros, notre moineau, d'ascendance lointainement espagnole, voilà. Avec ce côté révolutionnaire, il exerce la profession honorable, pourquoi pas, de détective privé, spécialisé, je vous laisse le soin de nous le révéler quand même. Alors, il est spécialisé dans l'adultère. Mais avant Salsa Picante, il n'a pas connu les choses de la manière la plus directe qui soit, parce qu'il a l'habitude d'observer les gens au téléobjectif et de prendre des photos des amants infidèles dans à la fenêtre de chambre d'hôtel ou autre, mais il ne s'est jamais vraiment coltiné à la réalité du terrain. Jamais. Voilà. Et là, il y aura l'occasion. Voilà. Il va avoir l'occasion à son corps défendant. Oh, si l'on peut dire. De tâter de la chose, si je peux dire. Et tout le mérite quand même qu'il a, ce personnage, c'est que c'est la première fois qu'il va s'occuper d'une affaire de sang, oui. Un crime de sang. Et ma foi, il va pas mal s'en tirer du tout. Tout à fait. Mais alors, ce qu'il faut dire pour ça, c'est qu'il a son bureau à Bellecour, mais, parce que c'est important après dans le livre, il a son bureau à Bellecour, mais il le partage parce qu'il n'avait pas les moyens de louer la location totalement. Il faut une adresse à Bellecour pour que ça fasse bien. Voilà. Et il le partage avec un aviateur qui est rarement là. C'est un copain à moi. C'est bon. Mais il y a quelquefois des aviatrices qui... Voilà. Oui, exactement. Alors, donc, cette famille... effectivement, il est basé, son bureau est au 24 place Bellecour. Mais effectivement, c'est en fait l'appartement d'un pilote de ligne qui n'est jamais là. Et puis, il partage aussi avec les lieux avec un prof de guitare. Parce que aucun des trois n'a véritablement les moyens. Le pilote de ligne est laissé exsangue par ces trois divorces, et donc aucun n'a les moyens d'habiter Place Bellecour. Donc, à trois, ils font... Voilà. Alors, voilà le personnage attachant, sympathique, plein de contradictions, qui va se révéler finalement un enquêteur hors pair, malgré les apparences. Et puis alors, la famille, un grand moment. Donc, Maca... Marie-Caroline Bussy de Charette, vous vous amusez beaucoup avec les noms. J'aime bien. C'est une copine qui s'appelle pas loin de ça. Et alors, redites son diminutif. Maca. Maca, c'est-à-dire un petit peu à la mode espagnole. Vous savez, par exemple, Juan Carlos en espagnol, c'est Juanca. Ma vie, c'est Maria Victoria, etc. Donc là, c'est un petit peu la même. Elle est très chrétienne, très catholique. Très. Elle parfaite. A un enfant à chaque coup, d'ailleurs. Oui, Jacques, tous les 2 ans, faut espérer, surtout qu'ils s'adorent. Tous les 2 ans, elle est bien catho. Par contre, elle est portée sur la chose, si j'ose dire.
Elle aime beaucoup ça. Elle aime beaucoup ça. Donc, elle aime beaucoup ça. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que leurs enfants, les noms des enfants suivent l'ordre alphabétique. Exactement. C'est-à-dire que les enfants, ils ont 2 ans de différence les uns avec les autres. Et d'ailleurs, ça ne changera pas. C'est-à-dire que quand vous aurez le moineau numéro 10, ils auront toujours le même âge. Voilà, c'est trop bien. Alors, ils ont des prénoms de la haute, on peut dire. Voilà, ils ont des prénoms de la haute. Sauf le petit dernier. Ouais. C'est-à-dire, il y a Ariste, écoutez bien la liste des prénoms. Ariste, Bathilde, Cédriane, Donatienne. Donatienne, j'en connais une, hein, ça existe, Donatienne. J'ai failli la nommer Domiti. Et Enguerrand. Et donc 5. Et puis le 6e s'appelle Tancrède. Pourquoi ? Parce que la belle-mère était très très attachée à son confesseur, le père Tancrède, et que elle a dit, je pourrais pas, survivre jusqu'à ce qu'on atteigne la lettre T. La lettre donc, T, vous nommez-le Tancrède, s'il vous plaît. Voilà, donc le petit s'appelle Tancrède et il est vraiment spécial par rapport à toute la fratrie. C'est-à-dire qu'il est rouquin. Il est rouquin. Et il est pas comme les autres, mais il est très attachant. Et il est très. Et puis le chien, Jacques, le chien, très important. Bien sûr. El Gato, c'est un chien, un petit chien adorable. C'est un petit chien qui s'appelle El Gato. Je ne sais pas si vous pratiquez l'espagnol, mais El Gato signifie le chat. Et en fait, c'est vrai que c'est un chien-chat. Ils l'ont nommé comme ça parce que tout petit, il ressemblait à un petit chat plutôt qu'un petit chien. Et mais c'est vraiment l'enfant gâté de la bande, c'est-à-dire que c'est le petit 7e et il en profite outrageusement. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Même quand il n'y a pas les enfants, les chats. Un rôle très important à la fin, puisque c'est lui qui permettra, avec un retournement de situation extraordinaire, à notre pauvre moineau de s'en sortir dans une situation bien ambiguë, bien compliquée. Je pense que son maître serait mort sans lui. Absolument. Et donc, il n'y aurait pas eu 2e tome, 3e tome, ça aurait été dommage quand même pour nous. Donc, heureusement qu'il était là. Alors, la famille tout autour nous permet de découvrir ce milieu catho, coincé, friqué, bien classique d'aînés, quoi. Hein, les bourgeois d'aînés. C'est à peine inventé. À peine inventé. Alors, il y a un cousin Gontran qui est... Ah là, vous l'aimez bien celui-là. Non, j'aime pas trop. Là, vous l'aimez pas trop. Vous préférez l'autre. Je maltraite celui-là. Vous le maltraitez, mais enfin avec drôlerie quand même. Drôlerie. Donc lui, il est. C'est ça. Dans tout le roman, c'est quand même de la bienveillance. Ouais. On n'est pas méchant, quoi. Oui. Même si c'est une sacrée fripouille quand même. Ah, c'est sacré fripouille. Et puis un autre, alors que lui, il est notaire, de père en fils. Là aussi, c'est bien lyonnais, ça. L'atmosphère feutrée, les planchers qui craquent. Puis les trucs un peu en douce quand même. Et puis alors ceux que j'adore, c'est les 3 sœurs qui sont banquières et qui traficotent les comptes. C'est pas possible quand même. Dans ce milieu, on fait des trucs pareils. Non, c'est pas possible du tout. D'autant que ces 3 sœurs sont mes nièces. Alors. C'est pas vrai. Non, alors elles sont adorables. Hein. Oui, c'est assez drôle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, comment dire, 2 lions catholiques, c'est-à-dire il y a le lion des grenouilles de bénitier, je parle d'Aînay, de la presqu'île uniquement, où on vit sa foi, on s'occupe de l'Église, où on est extrêmement associatif et tout ça est de très bonne loi. Mais on n'a pas forcément beaucoup d'argent dans ces milieux-là. En revanche, effectivement, il y a les autres, le 2e lion, c'est-à-dire un bourge avec des voitures rutilantes ouvert pomme, comme le cousin Gontran. Une petite anecdote sur le cousin Gontran, quand même, pour montrer sa crapulerie. Vous vous moquez de lui. Il a un énorme SUV Mercedes, énorme, qui est garé sur une place handicapée. Voilà. Alors qu'il n'est pas du tout handicapé. Il n'est pas du tout handicapé, et cette place handicapée, il a sa plaque, mais c'est la plaque de son père, en fait. Et il dit que, comme les bouilleurs de cru, ça, on en hérite de père en fils. Bon, le père s'appelait Gustave, on est lui quand même Gontran. dans la caricature. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est jubilatoire, quoi. C'est jubilatoire. On le voit, on rigole. Donc voilà ce monde-là. Et ce monde-là, c'est aussi le monde de l'adultère, ce qui donne du travail avec moineaux. Oui, il donne beaucoup de travail aux moineaux, parce qu'effectivement, je ne parle pas du premier lion que j'ai cité en premier. Du 2e lion, on n'est pas fidèle du tout, là. On tire dans tous les coins. Alors, vous faites une carte de la région lyonnaise en fonction des bons clients. Voilà, c'est Parce ça. que les bons clients, ils sont pas au Tonkin ou à la Duchère. Hein, ils sont pas aux Maguettes. Ils sont pas aux Maguettes, hein, ceux-là. Ils ont pas besoin de détectives privés. Ils règlent leurs affaires, malheureusement. Oui, ça peut être plus violent dans ces milieux-là. Exactement.
Donc voilà ce monde. Lyon, c'est quand même pas mal, Jacques, finalement. Très bien. C'est vrai, ça vous a plu? Ça m'a beaucoup plu. Mais alors, justement, il faut peut-être dire qu'il a connu sa femme très tôt à l'école primaire. Chez les Lazaristes. Et il l'a connue bibliquement au lycée, je l'ai noté, parce que c'est un lycée que je ne fréquentais pas, les Lazaristes. Vous savez, il y a tout un tas de tribus, un tas de sectes. Oui. Il n'y a pas que des jésuites, il y a des Lazaristes, il y a aidez-moi. Des Chartreux. Des Chartreux, etc. Donc, des Maristes, évidemment. Oui, voilà. Les jésuites accompagnés de Jésus, les Maristes accompagnés de Marie, et tout ça. On arrive d'ailleurs dans le mono 3. Et puis, on va s'occuper. Et puis, tout arrive le jour, la veille, le mercredi, de la fête des Lumières. Oui, c'est vrai. On va en arriver là. RCF, la joie se partage. Alors vous avez compris qu'on partage la joie parce que ce livre est vraiment jubilatoire. Et on va s'attacher à cette famille un peu rocambolesque à laquelle vous allez faire arriver des aventures quand même pas tristes, puisque Jacques nous le disait, ça commence de manière un peu violente. Ça commence d'une façon très, très violente, justement à Bellecour, alors que alors c'est un top modèle sud-américain qui va mourir, voilà. Sort de la librairie du Citre. Et là, au pied de la statue de Louis XIV. C'est la photo de couverture. Voilà. Il y a deux types en trottinette qui la bousculent. Et qui profitent de l'affluence de cette foule autour de la place. On n'est pas le soir, on n'est pas le 8 décembre, on est le 5 décembre. C'est-à-dire qu'on est dans les répétitions générales qui sont fréquentées surtout par les Lyonnais. Les étrangers viennent le 8 décembre. Nous autres, si je puis dire, puisque je me considère comme Lyonnais aujourd'hui, eh bien, on arrive pour voir les illuminations le 5 ou le 6, ou voir le dimanche quand c'est possible. Alors, cette femme qui est assassinée, qui s'habille un peu trop court, qui est magnifique, une magnifique blonde. C'est un top modèle. C'est un top modèle. Donc, les deux malfrats qui sont cagoulés, on ne sait pas vraiment qui c'est, la renversent, et puis l'un prend la fuite et le deuxième se penche sur elle sans que les gens autour sachent véritablement ce qu'il est en train de faire. Or, en fait, pardonnez-moi ce détail... utile pour la suite des événements, quand même. Utile pour la suite des événements, évidemment. Et tragique. Donc, l'un sort un couteau, enfin le deuxième sort un couteau et... Mais au début, on n'est même pas sûr que ce soit lui. On n'est même pas sûr, on ne sait pas vraiment qui a fait ça. Mais en tout cas, la pauvre fille a du sang qui coule de sa gorge et... Je ne sais pas, moi, au lieu de dire maman ou bien ciel ou que sais-je, je ne sais pas du tout ce qu'on peut dire au moment de mourir, mais elle dit salsa picante. Alors, est-ce qu'on dit véritablement sauce piquante dans ces moments-là? Eh bien, je ne sais pas, mais en tout cas, elle dit ça. Et donc, c'est toute l'énigme est traitée d'un bout à l'autre du bouquin, c'est-à-dire pourquoi cette fille-là a-t-il dit au moment de mourir. Sauce piquante au moment de mourir. Qui l'a tué et pourquoi l'a-t-on tué? Et surtout, Jacques, que cesse la voisine de palier. Eh bien, bien sûr. C'est pour ça que le moineau est embarqué dans l'affaire. Le moineau est embarqué dans l'affaire parce qu'il n'est pas habilité à le faire. La police est là. La police va interroger, recueillir 175 témoignages, etc. Examiner les selfies, les clichés pris par tous les témoins. Et donc lui, c'est vraiment la cinquième roue du carrosse. D'ailleurs, il n'est pas équipé pour des crimes de sang, je l'ai bien dit. Et c'est il est totalement improbable que ce personnage-là démêle les chevaux. Oui, il n'est pas équipé pour les crimes de sang, mais il est équipé pour rentrer dans la maison l'appartement de la bonne femme. Alors, donc effectivement, il fait le signe de la croix et puis il force la porte de sa voisine. Il va examiner des choses, trouver des choses dans l'appartement. Je ne sais pas ce que je... Non, écoutez, c'est parti. C'est parti. On va pas déflorer mon propos, voilà. Mais
Donc, de toute façon, l'assassinat en place publique, ça, c'est le prologue. Hein. C'est le prologue. C'est quoi, 3 pages? 3 pages. Pas et plus. Puis après, c'est parti. Et après, c'est parti. Et après, c'est parti. Donc, l'enquête va aller de rebondissement en rebondissement. On va se promener dans différents quartiers de Lyon. Alors, c'est vrai, il se promène beaucoup, il marche beaucoup, notre homme, où il fait de la trottinette, où il fait du tram. Exactement, c'est un flâneur. Il a le permis de conduire, mais il ne possède pas de véhicule automobile. Donc, quand il prend beaucoup les transports en commun, le métro, le tramway et le bus, mais aussi les trottinettes. Il emprunte des trottinettes. Ces fameuses trottinettes que des jeunes, hélas, balancent dans la Saône, très souvent. Hein. Et puis, quand dans le tome 2, par exemple, quand il s'agit de balader la famille entière, eh bien, il prend un fourgon 9 places pour faire tenir tout le monde là-dedans. Et le chien. Et le chien. Alors, on rit beaucoup, on se dit, je le disais en commençant, comment il va s'en sortir, Jean, parce que c'est quand même pas possible, ça va de rebondissement en rebondissement, il y a de la politique, il y a de la drogue, il y a des affaires internationales, il y a des truands, il y a des joueurs d'accordéon, il y a des joueurs il y a des danseurs de tango. Des danseurs de tango. Et de salsa. Oh là là. Parce qu'on se demande, est-ce que salsa picante, ça ne peut pas signifier bien sûr. La danse, la salsa. Et puis picante avec un C ou 2 C? Bonne question. On vous laissera. Mais ça, on peut le dire parce que c'est dans les 3 premières pages, on découvre que sa femme, son épouse, était sur place. On le découvre à la page 100. On le découvre pas tout de suite, Jacques. Parce que, voilà. Et cette Maca, Sainte Maca qui fait le catéchisme, on va s'apercevoir que c'est une... Enfin bon. Elle fait pas que le catéchisme. Mais le moineau est très très amoureux. Oh là là. Il adore sa femme et c'est réciproque. Ils ont toujours des petits noms l'un pour l'autre. Ils sont charmants. Ah oui, ils sont charmants. Un peu énervants. Mais il y a quand même un moment difficile. Il y a un moment très difficile. Mais comme dans tous les coups. Mais on peut pas le dire. Non. Parce que c'est. Mais c'est rempli de petits bijoux. Écoutez, je me suis même surpris à méditer en fixant les ténèbres de la rivière, sorte de gouffre noir réfléchissant les éclairages de la rive opposée par vaguelettes, comme autant de miroirs brisés. On est dans le nouveau quartier, vous savez, ce quartier vers la confluence avec des immeubles extraordinaires, etc. Il est tout seul le soir devant. La Saône est ainsi, oui, féminine, morcelée, louvoyante, intense, viscérale. Le Rhône, à l'opposé, n'est que raison, force contenue, qui n'aime rien tant que la ligne droite avant la confluence. L'un et l'autre n'attirent pas les mêmes contemplatifs, ni les mêmes promeneurs, ni les mêmes ivrognes, ni les mêmes désespérés, ni les mêmes noyés, ni les mêmes sauveurs, ni les mêmes fripouilles. Vous voyez ce petit bijou au milieu de... Voilà, c'est le plaisir de l'écrivain, là. Ah oui, c'est un plaisir d'écrivain. Mais j'en ai un autre pour terminer. Allez, on s'arrête pour Salsa Picante. Donc vous avez, je sais pas, 270 pages pour savoir qui est le coupable, pourquoi, ce qui s'est passé, etc. Et puis on plonge dans le numéro 2. Alors le numéro 2, parce que le numéro 1... lu aussi en une semaine, parce qu'il est sorti le 4 décembre. Hein, donc... Jacques, vous l'avez lu aussi? Oui, le numéro 2, oui. Jacques m'a dit, lisez-le vite. Voilà, ça y est. Alors, ce petit moineau, il vous plaît bien? Oui, il me plaît beaucoup et je m'aperçois que... Il plaît à d'autres. Il fait le buzz en ce moment, mais c'est quelque chose d'assez hallucinant, quoi. La semaine dernière, quand je vous disais, il était, sans que j'en sache, en sois informé, sur BFM TV, où une jeune journaliste... alors, ça me plaît de plaire aux jeunes comme ça. Alors, j'ai eu un journaliste, peut-être, qui a 30-35 ans dans Lyon Capitale, qui m'a fait un truc dithyrambique. Et maintenant, c'est une journaliste qui s'appelle Aline Picard, qui n'a pas 30 ans. Et elle dit à quel point elle adore le moineau. Alors moi, ça m'enchante parce que je me disais, est-ce que mon humour n'est pas trop vieux? Il nous plaît bien, donc on n'est pas des bons critères. Je suis retraité, j'ai l'âge que j'ai. Donc forcément, c'était un petit peu une de mes craintes. Et je m'aperçois que, en fait, ça peut plaire à tous les âges. Alors, pour les plus jeunes, on ne peut pas vous dire. Ouais. On ne peut pas vous dire, nous, bon, on est hors. Mais le second tome... vous l'aviez déjà dans la tête avant qu'on commence? Oui. Alors, c'est-à-dire que je suis un laborieux. Je suis un petit peu comme le moineau. J'ai des contradictions. C'est-à-dire que je suis dilettante et un peu paresseux. Mais en revanche, quand je me mets au boulot, c'est très laborieux. Une intrigue chez moi, c'est un minimum de 6 mois.
5 à 6 mois, c'est-à-dire que je construis l'intrigue séquence après séquence et je vois, j'ai cette vue d'en haut que je ne pourrais pas me permettre si j'étais ligne à ligne. Et je vois si le rythme est cohérent, si j'ai suffisamment de tension suivie par du repos, etc. J'aime bien contrôler le rythme de cette manière. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la phase la plus intense. Non, peut-être pas la plus intense, pardonnez-moi. C'est la plus accaparante, celle qui m'occupe l'esprit. Et ça, c'est long. Parce que, et alors, les intrigues du Moineau ne sont rien par rapport aux intrigues des Crimes et des Routes, la trilogie ligérienne. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, les Crimes et des Routes. Alors, après ça, j'ai déjà développé des bribes de dialogue, j'ai déjà développé des descriptions de personnages, etc. Et la rédaction ne va prendre que 3 mois. Ouais. Tout est prêt. Mais parce que tout est prêt. Tout est prêt. Je pourrais vous montrer le synopsis de 25 pages de tirage gagnant. Écoutez, le roman que vous allez lire est complètement fidèle à ce synopsis. Sauf que, évidemment, j'aime que les personnages me surprennent. C'est à ce moment-là que je vais donner un petit peu plus de couleur à certains personnages par rapport à d'autres, etc. Et donc, c'est pas le même travail. Et c'est un travail qui est très, très satisfaisant aussi. Alors là, vous nous dites quand même où on en est. On en est à la Française des Jeux, là. Alors, la Lyonnaise des Jeux, la Lyonnaise des Jeux. Parce que disons que ce que j'ai réussi à faire, et il y a des fois, je me disais en écrivant le Moineau numéro 1, c'est pas possible que ça passe, c'est pas possible que les gens ne disent pas, mais c'est impossible ce truc-là. Et finalement, on a par exemple dans le tome 1, donc Salsa Picante, un parti politique qui s'appelle le Pagara, le Parti gaulois radical. Enfin, nous sommes d'accord, ça n'existe pas. Et les lecteurs n'en font jamais la remarque. Pour eux, c'est un parti qui va de soi. Dans le tome 2, donc, Nacho est chargé par la Lyonnaise de Jeux, une société qui n'existe pas. L'adresse, elle existe. L'immeuble est à peu près fidèle à ce que j'en dis et j'en fais. Et donc, il y a eu un tirage du 13 mars, qui est un tirage qui semble frauduleux, parce que lors de ce tirage, les numéros se sont suivis dans l'ordre. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, numéro complémentaire, le 7. Et alors, quand j'ai vu 8 gagnants, quand j'ai vu Lyonnaise des Jeux, j'étais persuadé que c'était une annexe réelle de la Française des Jeux. Bravo, vive Jean Ducreux. Ça me fait très plaisir, alors. Alors, bon, l'émission se termine. 8 gagnants. Là aussi, vous vous éclatez avec le nom des personnages. Gilles Russo, le sabord, le PDG. Olivier Pierre Aboyant, le révolté du conseil d'administration. Vous voyez, donc mais il y en a une quand même qui est de la Tour en Jarret. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Parce que l'enquête, on va se promener tout autour de C'est-à-dire que les gagnants notre région. ne pouvaient pas tous être lyonnais. Voilà. Alors, il y en a un qui est dans Il y en a de la Haute-Loire. Dans la Haute-Loire, du côté de Médérol, là-bas, du Sang-Forêt, quoi. Saint-Priest-en-Jarret. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Dans les autres, ils sont plus lyonnais. Ils sont plus lyonnais, les autres. Oui, il y a pas mal de lyonnais, parce qu'il fallait quand même que je garde la spécificité lyonnaise du Moineau, quoi. Mais c'est vrai que alors c'est un roman qui démarre lentement, parce que, en fait, dans un premier temps, eh bien, le Moineau ne trouve absolument rien d'anormal. Mais, quand même, il y a des manifestations de choses. Il reçoit des lettres anonymes, on fait exploser sa voiture. Pourquoi ça ? Eh bien, vous le saurez, en lisant Tirage gagnant. Et je pense qu'après, ça finit à toute allure. Ça finit à toute allure, on est d'accord. Alors, on attend bien sûr la suite. Vous nous avez mis l'eau à la bouche d'ailleurs. Et puis pour la petite histoire, vous êtes amoureux du basket. Vous rendez hommage à Alain Gilles. Ça me touche beaucoup parce qu'il était rouennais. Je l'ai connu tout jeune, à 17 ans. Je l'ai vu jouer, je crois, une des premières fois où il jouait dans la grande équipe de la chorale de Rouen. Et avec l'Asvel, on s'est toujours tiré la bourre, en toute amitié. Sûr. Voilà. Merci, Jean Ducreux. L'Asvel, j'étais hier au soir contre le Zénith de Saint-Pétersbourg. Ils ont perdu. Nous avons perdu. Ça fait un certain temps qu'ils perdent. Et vous retrouverez là aussi avec le cousin. C'est trop sympa, ces deux cousins. Salsa Picante. Tirage gagnant, ce sont les aventures du Moineau de Bellecour, aux éditions Héraclite. Merci Jean Ducreux, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.